la table ronde de cet après-midi, c'est d'essayer de faire un petit peu un tour d'horizon des innovations sur notre territoire concernant le parcours au service des sujets âgés. Alors, on a essayé de faire un parcours entre guillemets, passant de l'avant hospitalier, intra-hospitalier et au post-hospitalier. Donc, c'est pour ça qu'on a un certain nombre d'intervenants différents autour de cette table. Avec des représentants du réseau Urgara, avec le docteur Rejaline et son infirmière de coordination qui est Madame Nunez. Je ne vois pas. Voilà. Après, on aura le docteur Arsico des HL qui nous présentera aussi un dispositif qui est le dispositif CUPA, si ma mémoire est bonne, aux HL qui permet aussi de fluidifier le parcours. Le CHU de Grenoble avec le docteur Zerouni, excusez-moi d'avoir appelé votre nom, qui nous expliqueront comment eux fonctionnent justement pour accélérer la prise en charge dans le parcours du sujet âgé. Clément Lahaye, il nous parlera des équipes mobiles sur Clermont-Ferrand. Et puis après, on passera plutôt au réseau ambulatoire à la ville avec des représentants d'une CPTS, en la personne du docteur Perrotin. On verra bien évidemment le projet ICOP porté par les HCL avec Madame Malka qui est la porteuse de ce projet. Et puis, on aura le docteur Blanquet qui nous fera un point là aussi sur un parcours en santé sur l'insuffisance cardiaque. Donc, assez important comme programme. Et pour essayer de donner un tempo, ça sera une présentation, une discussion, parce que sinon, c'est un peu compliqué d'arriver à parler de tous ces sujets les uns après les autres. Donc, je donne la parole au réseau Urgara pour faire une présentation en 5 minutes et puis discussion après. On l'a envoyé. Alors, est-ce qu'il est sur le bureau? Ah. D'accord, nickel. Bonjour à tous. Donc moi je me présente, je suis Abdeslam Rejaline, je suis médecin urgentiste et je coordonne le réseau régional Urgara. Alors un réseau d'urgence, vous allez dire pourquoi? Eh ben parce qu'il y en avait 4 avant et le principe de ces réseaux d'urgence, c'était de donner une accessibilité identique à chacun des patients qui se présenteraient n'importe où sur la région. C'était que d'organiser des filières de soins et de prise en charge. Ça a commencé dans les années 2000 dans notre région. On est une région très active au niveau national sur ces réseaux d'urgence et la première filière qui a été montée, c'était le traumatisé sévère. Avec, dès que vous faisiez un accident de la route, vous arriviez dans une salle de déchocage. C'est très organisé dans notre région et aujourd'hui, si on se comparait aux autres régions au niveau français, on réduit la mortalité par 2 sur des patients gravissimes accidentés. Donc, d'où l'utilité d'un réseau d'urgence. En 2022, on a fusionné les 4 réseaux d'urgence pour avoir une seule entité qui est Urgara et toujours sous la même perspective de continuer l'accessibilité aux soins pour n'importe quel patient. Et je suis ici aujourd'hui pour parler de la personne âgée finalement. Donc ça fait partie des filières qu'on travaille et qui vont être mises en place dans le réseau. On commence à travailler dessus. Il y a une expérimentation avec un projet qui s'appelle Épure, on vous en parlera par la suite. Et c'est aussi pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans nos services d'urgence. Nous, on a besoin de filiariser nos personnes âgées, puisque vous allez voir, ce n'est pas une grosse proportion de passages chez nous. C'est très peu de patients, mais qui restent longtemps. Donc le but, c'est une amélioration continue de nos pratiques auprès de nos services d'urgence et de filiariser les patients pour qu'ils ne bloquent pas dans un service. Donc, en résumé, qu'est-ce que c'est une personne âgée aux urgences? C'est que 351 000 passages dans notre région
On est une région qui fait 2 500 000 passages. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est que 13% des passages. Souvent, dans l'idée reçue, quand on en parle à des gériatres ou à d'autres collègues de l'hôpital, ils ont l'impression que c'est 50% de nos passages, les personnes âgées, et on s'aperçoit que non, c'est très peu de passages, c'est que 13%. Donc avec des patients, on a mis une moyenne quotidienne de 964 passages par jour, un sexe ratio bien entendu qui est plutôt à l'avantage des femmes et un âge moyen qui est quand même âgé 84,4 ans en âge moyen. On a un vieillissement de la population de nos services d'urgence en 20 ans, puisqu'on était aux alentours de 72 ans, de plus de 75 ans, on était plus bas il y a 20 ans, on était vers 76, 77 ans et maintenant on est à 84 ans. Et on a quand même 18% qui ont plus de 90 ans. Ensuite, sur les heures d'arrivée de ces patients, c'est à peu près identique à la population générale, 20% de passages nocturnes, 25% de passages le week-end. C'est à peu près la même chose, c'est les plus jeunes. Mais un mode d'arrivée, par contre, là où ça change, on a 56% de ces patients qui arrivent via des pompiers ou une ambulance. Ce qui est bien entendu chez la population de moins de 75 ans que de 10%, pour avoir un ordre d'idée. Les diagnostics principaux, bien entendu, sont énormément médicaux. Si on regardait les proportions par rapport aux plus jeunes, c'est pareil. Les médicaux, c'est moins de 50%, c'est les plus jeunes. Beaucoup de traumatologie. Et là, sur la durée de passage, on a à peu près 6 heures de médiane de durée de passage chez une personne âgée quand elle arrive aux urgences. C'est très long. Puisque si on se concentre sur la population des moins de 75 ans, on est à moitié moins. Une personne jeune passe 3 heures dans le service d'urgence entre l'entrée et la sortie. Une personne âgée, c'est le double. Et donc, on n'a que 29% de ces personnes âgées qu'on arrive à faire passer en moins de 4 heures sur nos services d'urgence. On a un critère qualitatif, ça a été comme ça au niveau national, c'est le nombre de passages de moins de 4 heures. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas très bon, mais c'est nationalement, les chiffres sont à peu près similaires avec les autres régions. On n'arrive pas à faire passer les personnes âgées très rapidement. Un taux d'hospitalisation qui est très élevé, puisque quasiment une personne sur deux qui a plus de 75 ans est hospitalisée dans nos structures d'urgence. Ce qui a différencié, c'est qu'on prend toute la population, on n'est qu'à 16% de taux d'hospitalisation. Donc, c'est un fort taux d'hospitalisation pour diverses raisons. C'est souvent des patients polypathologiques, des patients qui sont pas autonomes, qui ne peuvent pas rentrer chez eux. On est dépendant des transports sanitaires pour pouvoir faire les retours, ce qui est extrêmement complexe et ce qui amène des hospitalisations qui sont nombreuses. Alors ce chiffre a un peu tendance à baisser puisque sur les 3 dernières années, il y a 3 ans, on était à 52%, aujourd'hui on a 47%. Ça baisse aussi parce qu'on a de moins en moins de lits d'aval et qu'on n'a pas toujours la possibilité de garder les gens et qu'on fait un peu plus de retours à domicile un peu serré. C'est aussi la tendance actuelle, c'est-à-dire en ayant moins de lits d'aval pour réussir à réceptionner tous ces patients. Donc voilà sur les chiffres clés aux urgences. On va vous parler maintenant du dispositif qui a été mis en place par le réseau qui s'appelle Épure. Je vais laisser Conception vous en parler, qui est un dispositif de formation auprès des EHPAD. Bonjour, donc moi je suis infirmière donc sur le dispositif Épure qui veut dire EHPAD d'urgence. Donc Épure c'est quoi ou qu'est-ce que c'est en français? C'est d'abord un guide qu'on a voulu régional qui a été travaillé justement comme vous parlez Abdes sur un plan vraiment régional pour parler sur la même base. Donc c'est un petit livret d'aide à la décision et à l'orientation avec un petit format poche ici qui est fait pour être dans la poche des soignants. Ce livret est issu d'un travail collaboratif avec des spécialistes hospitaliers, mais pas que, puisqu'ont été mis autour de la table, effectivement, des praticiens hospitaliers, des gériatres, mais également du personnel des urgences et des EHPAD. Donc, en fait, ce petit livret, c'est vraiment un fruit de pas mal de travaux un petit peu en cascade.
Ce livret nous sert de support à un accompagnement dans les EHPAD. La particularité de ce projet, c'est qu'il est porté en pratico-pratique dans les EHPAD par des infirmiers. Donc, nous avons sur Auvergne-Rhône-Alpes 3 équivalents temps plein infirmiers et puis un petit temps de temps médecin, un petit peu sur juste une petite zone. Ce sont des choses qui pourront peut-être évoluer. Un programme de formation, j'aime mieux parler de programme d'accompagnement au niveau donc, de toutes les EHPAD. C'est optimiser le retour au service des urgences et privilégier la prise en charge tant qu'elle peut être et tant qu'elle tient au niveau des EHPAD pour réfléchir à un moment le plus opportun ou en tout cas plus peut-être rationnel, ou en tout cas de réfléchir à la plus-value du moment du départ des EHPAD au niveau des urgences. Épure, ça concerne donc c'est les chiffres de 2023. On est donc sur Auvergne-Rhône-Alpes à peu près 900 établissements EHPAD. Les objectifs de cette formation, encore une fois, je parle plus d'accompagnement que de formation. Savoir reconnaître une situation d'urgence pour avoir à un moment donné tous parler le même langage. Donc savoir reconnaître une urgence et en déduire des actions à mener. Savoir mettre en œuvre des référentiels. Ce référentiel dont je vous ai parlé décrit 15 situations, qui ont été 15 situations qui avec surtout le personnel d'EHPAD, leur posaient problème. Donc c'est sous forme d'algorithme. Et donc choisir un petit peu le bon référentiel pour avoir des données. Une fois qu'on a identifié cette urgence, eh bien, il faut savoir alerter et transmettre un bilan adapté à la situation et à la bonne personne avec, pareil, des degrés d'alerte. Est-ce que c'est le médecin coordinateur? Est-ce que c'est le médecin sur place? Est-ce qu'il y a une astreinte? Est-ce que c'est le 15? Donc, ce sera vraiment déjà, transmettre un bilan bien adapté. Actualiser ses connaissances, puisque bon, je prêche des convertis, il faut vraiment actualiser. Et être en capacité de prendre en charge cette organisation dans son EHPAD, parce que chaque établissement a ses particularités, et un mode d'emploi qui va correspondre à un établissement ne sera pas forcément le mode d'emploi de l'autre. Le rôle donc des infirmiers et surtout du réseau, c'est un petit peu regrouper un petit peu tout ça, permettre aux interlocuteurs divers de se rapprocher, de se connaître, de communiquer. Nous assurons donc la diffusion de ces référentiels et leur appropriation, encore une fois l'appropriation dans les établissements, puisque chaque établissement est libre et doit trouver, son mode d'emploi de ces référentiels avec un relais à l'intérieur. Ce relais se fera évidemment par l'encadrement, par lesquels les infirmiers et essentiellement le médecin coordinateur, avec une collaboration de tout ce personnel, de façon un petit peu à redescendre au niveau de tous les maillages des établissements. Mettre en place des mesures d'amélioration continue, évidemment, de bonnes pratiques et des évolutions, et bien sûr toujours accompagner. C'est pour ça que plus que de former, je trouve que c'est important de dire qu'on accompagne les personnels d'EHPAD, quelles que soient les capacités. Un petit peu, l'état des lieux. Ce matin, on a parlé de boule à facettes un petit peu à plusieurs reprises et dans différentes situations. Eh bien, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, au niveau des EHPAD, eh bien, tous les EHPAD ne sont pas égaux. On a des différences de structure, on a des différences de localisation, de territoire. On a des territoires urbains, on a des territoires tout à fait ruraux. On a des EHPAD qui sont totalement isolés, d'autres qui sont regroupés, qui travaillent déjà ensemble ou qui sont vraiment isolés, ne serait-ce que géographiquement parlant. On retrouve également des grosses différences au niveau de chaque structure. Chaque EHPAD a un petit peu sa carte d'identité en équipement, en logiciel de soins, en capacité en personnel, en accueil, en nombre d'accueils de résidents. Et puis, ces EHPAD, quand on part sur la thématique de l'urgence, et je me base vraiment que sur l'urgence, eh bien, à un moment donné, il y a forcément un appel ou un échange, une communication avec, d'une part, les centres 15, les centres de réception et de régulation de l'appel 15,
et le service d'urgence. On s'aperçoit que la communication là-dedans, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas forcément inné, qui n'est pas forcément égal. Également, quels sont les retours entre ces trois axes qui portent les urgences, quels sont les impacts les uns par rapport aux autres. Et c'est des choses que vraiment, au départ, il faut déjà un petit peu identifier quand on parle d'urgence en EHPAD, parce qu'on ne peut pas parler d'urgence en EHPAD, de prise en charge, de réactivité, si à un moment donné, on ne s'interroge pas sur la communication, sur ce qu'on échange avec le centre 15, et ce qu'on échange également avec les services d'urgence, également le 15 et le service des urgences. C'est à mon sens un trépied qui est indissociable et où il faut qu'il y ait des retours de la communication et qu'on puisse évaluer ses impacts également. Voilà, je ne me fais pas plus longue. Si vous avez des questions, nous sommes là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, j'ai la lumière vers le visage, je ne vois pas de main qui se lève. Alors, moi, j'aurais une question. Parle pas, sinon. La question, est-ce que vous avez une place à un niveau Alors oui et non. J'ai oublié de vous parler un petit peu de ce côté au niveau donc de ce livret. On y est porté également des recommandations HAS, des rappels de textes législatifs et notamment des recommandations en termes de pharmacie d'urgence, de pharmacie éventuellement de nuit avec une possibilité de prescription téléphonique par le 15 et également un petit peu les pharmacies tampons. Et là également, il n'y a pas d'homogénéisation au niveau des EHPAD. Il n'y a pas d'obligation non plus d'avoir un chariot ou un sac d'urgence, mais le livret contient des recommandations qui sont avec les dernières recommandations, soit SFMU, soit HAS. Il y a un rappel de toutes ces recommandations également au niveau de certains DM et compagnie. On revoit également aussi la législation et la mise en place des défibrillateurs, des tas de choses comme ça. Ça reste des recommandations. Oui, bonjour. J'ai une autre question qui concerne les services d'aide à domicile. Donc, je trouve que c'est une très bonne mesure. Mais est-ce que vous avez prévu d'étendre ces formations aux auxiliaires de vie qui sont sur le terrain à domicile? Parce que déjà, ça renforcerait le professionnalisme des auxiliaires de vie et ça, surtout, ça revaloriserait aussi d'autant plus leur métier. Donc, ce serait très intéressant qu'elles soient aussi formées, quoi. Merci. Merci pour la question. Effectivement, ça serait une très bonne idée. Pour l'instant, on s'est vraiment centré sur les EHPAD, car c'est un boulot qui est énorme déjà. L'objectif, c'était de fluidifier les parcours aussi de ces patients qui appelaient d'EHPAD, qui appellent des centres 15, où parfois il y a de l'incompréhension sur quel est le degré de l'urgence entre l'urgence ressentie de la personne qui est à l'EHPAD et le médecin régulateur qui, pour lui, l'urgence n'est pas la même. C'est de réussir à mettre un dialogue qui est identique. Mais là, on s'est vraiment centré sur les EHPAD et il y a énormément de travail à faire sur les EHPAD. Donc, pour l'instant, on s'est concentré que là-dessus, mais ça serait peut-être une évolution à donner dans les années à venir au travail, quoi. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation très, très intéressante. Je suis Raphaël Glaby, je suis directeur de l'autonomie à l'Agence régionale de santé et on était l'initiateur en fait de ce projet au départ, c'était autour de 2018-2019. J'ai deux questions. D'abord, je voulais savoir quel est le taux de déploiement auprès des EHPAD de la région. Et la deuxième question, est-ce que vous avez prévu une démarche d'évaluation? Parce que ce qui était sous-jacent à cette réflexion qu'on a initiée au départ, c'était justement de réduire le nombre de passages aux urgences et favoriser plutôt les circuits d'hospitalisation directe, ainsi de suite. Donc, est-ce que vous avez prévu un dispositif d'évaluation? Alors, tout d'abord, oui. De toute façon, Urgara est financé entièrement par l'Agence régionale de santé et on en remercie l'agence qui nous permet d'améliorer nos prises en charge dans nos services d'urgence. Et ce projet également fait partie du package, mais qui est financé par la direction de l'autonomie.
Donc le taux de déploiement, est-ce qu'on ne l'a pas en tête? On ne peut pas vous répondre, mais c'est en cours en fait, hein, c'est un travail long. Il y a beaucoup d'EHPAD, donc je ne peux pas vous dire combien, là on ne le sait pas, mais je vous ferai passer s'il faut. Et on est en train de travailler, oui, sur des démarches d'évaluation pour voir quel est l'impact. Ça, c'est primordial, c'est de voir quel est l'impact de ces mesures. Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a amélioré le parcours de soins de la personne âgée? Est-ce que ça a évité le service d'urgence? Tout ça, on a besoin de le savoir. D'autant plus qu'il y a une étude qui est sortie, qui va sortir, je crois, qui est en cours d'écriture et qui va sortir, où on montre que le passage aux urgences augmente de 50% la mortalité de la personne âgée à 30 jours et de plus de 100% chez les patients qui ont des facteurs de fragilité. Donc on sait que le passage aux urgences est délétère. Donc c'est sûr qu'il va falloir qu'on travaille sur des choses annexes pour pouvoir mieux accueillir et mieux faire. Merci beaucoup. Alors, c'est passionnant. Je reste persuadé qu'aussi avoir des livrets thérapeutiques qui permettent aux urgentistes aussi de pouvoir prescrire dans le livret thérapeutique des EHPAD serait aussi un vrai plus pour les sorties d'EHPAD, sorties d'urgence en EHPAD. Une dernière question. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il est possible d'avoir accès à ce référentiel? C'est vous qui le distribuez ou est-ce qu'on peut aller sur un site pour le récupérer? Voilà. Il y a un site, on pourra le mettre sur le site du Gérontopole. Oui, il est. On vous l'a. C'est pas la bonne. Juste pour revenir sur la première slide. Voilà, la première. Non. Là, encore. C'est trop petit. Et elle a été tronquée. Il y avait le site de l'ARS. Effectivement, quand vous tapez EHPAD urgence ARS Auvergne-Rhône-Alpes, vous tombez sur le site de l'ARS qui vous permet de télécharger le livret ou de le consulter. Il y a également quelques annexes à côté un petit peu qui font un petit peu part. Notamment, la particularité du projet, c'est d'avoir une checklist de mise en place des informations avant les appels au 15. L'accompagnement des EHPAD se veut également avoir, j'allais dire, une communication en se basant énormément sur de la clinique pour que ça puisse être porté H24 avec ou sans infirmière, avec ou sans médecin, que cette communication se fasse. Et donc, vous l'avez effectivement. J'ai quelques livrets que je vous mettrai à disposition où vous avez les coordonnées. Mais on avait le lien, mais il a sauté. Oui, ils sont sur le site de l'ARS, deux choses, et ils sont imprimés aussi par l'Agence régionale de santé régulièrement. On les distribue aux EHPAD, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Je suis désolé, même s'il y a d'autres questions, il faut qu'on passe aux interventions d'après. Il y aura le temps de pause où les gens pourront directement aussi venir discuter. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous remercie de venir parler de dispositif CUPA. Donc, je suis le docteur Artico, je suis médecin aux Hospices civils de Lyon à Édouard Herriot sur le groupement Centre. Et donc, je m'occupe de la CUPA, qui est la cellule d'urgence parcours personnes âgées. Alors, c'est une cellule gériatrique qui intervient à l'accueil des urgences avec pour équipe 2 infirmières à temps plein et un médecin à mi-temps. Il y a 3 CUPA aux HCL sur chacun des groupements et chaque CUPA a la même équipe. On a choisi pour cible les patients âgés de plus de 75 ans pour qui un retour à domicile était envisagé. On a choisi ça parce que les patients qui sont âgés, qui sont hospitalisés, peuvent aller en gériatrie et donc être vus par un gériatre. Ou alors, ils sont hospitalisés dans d'autres services, mais dans ce cas, l'équipe mobile de gériatrie peut les voir. Donc là où il y avait un maillon un peu manquant, c'était les personnes âgées qui étaient aux urgences, mais qui repartaient chez eux. C'est un dispositif qui est tourné vers l'ambulatoire et qui doit faire un lien entre la ville et l'hôpital. C'est un modèle de coopération entre les différents groupements hospitaliers qui est coordonné par l'Institut du vieillissement. Et c'est une coordination entre l'équipe des urgences et l'équipe de gériatrie. C'est une prise en charge qui est qualitative et préventive.
Le but, c'est que chaque personne âgée qui passe aux urgences, ce soit une opportunité pour elle et pas une fatalité, parce que je pense que vous savez bien que c'est une sacrée épreuve pour eux d'arriver aux urgences, d'être sur un brancard pendant plus de 24 heures parfois. On leur donne pas à manger, on leur donne pas à boire, on les emmène pas aux toilettes, etc. Donc, voilà. Les objectifs principaux, c'était sécuriser les retours à domicile, limiter les hospitalisations inappropriées et les réhospitalisations non programmées. On a un rôle de screening, de repérer les patients qui sont à risque, de faire une évaluation gériatrique et de repérer toutes les fragilités, et d'avoir un rôle d'acculturation gériatrique aux urgences auprès de l'ensemble de l'équipe, aussi bien auprès des médecins, urgentistes, des infirmières, des aides-soignants, etc., d'essayer d'améliorer les conditions d'accueil et de prévenir la iatrogénie hospitalière. On essaye de diminuer le délai d'attente aux urgences et le temps de prise en charge, surtout pour les patients très, très âgés qui arrivent. On essaie de les voir dès le SAS, même avant qu'ils soient boxés. Voilà. Dans les autres objectifs secondaires, c'était d'améliorer le parcours, de diminuer les durées de séjour et de faire le plus possible d'hospitalisation programmée, de les refaire sortir quand c'est possible et de programmer l'hospitalisation. Donc, en pratique, pour le centre, nous, on a démarré il y a 2 ans et demi, mais le Sud avait démarré avant. La personne âgée arrive aux urgences. Elle est vue par l'infirmière d'accueil qui peut taguer. Quand vous voyez ce petit logo, c'est le tag. Alors, le tag des urgences avec écrit CUPA, c'est pas celui-ci, mais en tout cas, il peut taguer l'équipe. Donc, on sait qu'on doit intervenir. Le patient est boxé. Le médecin urgentiste le voit, peut aussi taguer le patient si jamais ça n'a pas été fait à l'accueil. Il prescrit les examens complémentaires. Là, le petit symbole orange, c'est nous. Donc, ça y est, on intervient. On peut s'auto-taguer si jamais l'équipe des urgences ne nous a pas sollicité, mais que nous, on pense qu'on peut aider le patient et intervenir, on s'auto-tague. On fait une évaluation gériatrique, on fait le lien avec tous les intervenants du domicile, avec la famille, et on organise la filière derrière, si c'est nécessaire. Ensuite, le patient rentre à la maison. Nous, on donne un rendez-vous dans la filière, soit sous forme de consultation, soit une hospitalisation programmée, soit un hôpital de jour. Et ensuite, on rappelle systématiquement le patient chez lui, 2 jours après, à peu près. On s'organise, on essaye. En tout cas, c'est l'infirmière à chaque fois qui a vu le malade, c'est cette infirmière-là qui rappelle le patient. Donc, la sortie du patient, c'est toujours sous la responsabilité de l'urgentiste, en lien avec nous. On donne le rendez-vous dans la filière gériatrique, on le donne dès les urgences. Il sort avec son rendez-vous. Ça nécessite d'avoir une plateforme ambulatoire un peu réactive quand même pour les consultations et les hôpitaux de jour. On a un petit flyer avec nos coordonnées. Donc, le patient et la famille peuvent nous rappeler, même une fois sortis. On refait le lien avec donc, le patient et la ville et on envoie un courrier systématiquement au médecin traitant. Pour chaque patient, il y a un parcours MOCA qui est créé. Voilà, pour faire rapidement. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu pendant l'intervention un bras se lever au fond. Solène, si tu pouvais passer le micro. Et pendant que le micro monte, votre courrier, est-ce qu'il est mis sur mon CISRA ou pas? Oui, merci. Merci. En fait, on posait toute la question de la signification de tag. Et du coup, j'en profite aussi pour vous demander MOCA. OK. En fait, on a un logiciel informatique qui est Azure, avec quand les patients rentrent, ils sont enregistrés. Et il y a la liste des patients qui sont présents aux urgences qui sont sur ce logiciel informatique. Et on a plein de petits tags créés par l'équipe des urgences. Par exemple, la famille est là, ou c'est un patient agressif, enfin voilà, des choses comme ça. Et ils ont créé un tag CUPA. Et donc, en fait, quand on a le nom du patient, on va écrire à côté CUPA. Et donc, ça veut dire qu'on sait que l'équipe des urgences aimerait qu'on le voit. Voilà. Donc, en fait, on a créé un tag CUPA 1, CUPA 2, CUPA 3.
CUPA 1, c'est l'équipe des urgences qui nous sollicite. CUPA 2, ils savent qu'on est en train d'intervenir. Et CUPA 3, ils savent qu'on a fini. Voilà. Et on met un mot systématiquement dans le dossier, mais après, on va voir tout le temps les urgentistes et les infirmières pour leur expliquer ce qu'on a fait et ce qu'on compte faire. Voilà. Et pour le MOCA, c'est un dispositif informatique qui crée un parcours du patient. En fait, chaque parcours est vraiment propre à l'équipe. Pour la CUPA, on a créé notre propre parcours avec les différentes étapes du patient, quand il est aussi bien aux urgences qu'après la sortie. Donc, par exemple, dans les étapes, on a si on a fait du nursing, enfin les infirmières, si elles ont fait du nursing, si elles ont installé le patient, si elles ont fait le test du verre d'eau, voilà, il y a plein de choses comme ça. Plus l'évaluation gériatrique, la validation médicale, parce que je ne vois pas tous les patients vu que je suis là à mi-temps, et le rappel du patient et la sortie. Voilà. Et le rendez-vous dans la filière est inclus. Comme ça s'inclut directement dans l'agenda du patient. Et on a tout est informatisé comme ça. Oui. Bonjour. Pardon. Oui. Oui. Bonjour, donc Nadia Basset de la CARSAT Rhône-Alpes. Je voulais savoir si dans le cadre de ce parcours, justement, vous orientez vers la prestation d'aide au retour à domicile avec hospitalisation, qui permet à la personne qui rentre chez elle d'avoir une aide à domicile pour qu'elle récupère plus rapidement. Oui, alors après, nous, on conseille. On appelle les familles. Donc, quand on a besoin, en effet, quand on voit qu'il y a besoin d'auxiliaires de vie, on le signale aux patients et aux familles. Par contre, on n'appelle pas, nous, les organismes pour leur trouver des auxiliaires de vie. C'est déjà arrivé que parfois, on le fasse pour des patients âgés isolés seuls, notamment pour les infirmières libérales. Mais on ne peut pas le faire pour tous, en fait. On essaye de s'adapter aux patients qu'on a en face de nous. Il y en a qui sont très bien entourés et il y en a qui sont seuls. Donc, voilà, on essaye de faire au mieux, mais on ne peut pas le faire pour tous. D'accord. En tout cas, ça fait bien partie de la trousse à outils, on va dire, de sortie d'hospitalisation. Oui. C'est vrai que c'est une prestation oui. qui est activée pour des personnes, alors pas des personnes dépendantes, mais en tout cas des personnes en fragilité en sortie d'hospitalisation, et qui peut permettre justement de réduire le risque de réhospitalisation. Ceux qui ont été hospitalisés, ils vont dans un service, mais ceux qui repartent, par contre, là, oui, on peut s'en occuper. Et en effet, on peut mettre en place des auxiliaires de vie en partant du service des urgences. Ok, merci. Oui. Juste une précision, madame. Le dispositif, il est valable que si le patient passe par les urgences ou s'il y a d'hospitalisation non programmée passant directement dans le service sans passer par les urgences, on peut mettre en place ce type d'aide. Je vais pas entendu la question. La question était si le patient passe par les urgences, on peut mettre en place ce dispositif. Mais s'il est hospitalisé par la hotline en urgence dans un service de gériatrie sans passer par les urgences, est-ce qu'on peut mettre en place le dispositif d'aide dont vous parlez? Oui. Oui, d'accord. On va passer à la question du docteur Rivière. Moi, j'ai une petite question sur votre présentation. Vous parlez, je suis ici, du screening et du repérage des patients. Vous avez formé les professionnels, du coup, les infirmières d'accueil et d'orientation, les médecins urgentistes à aller, du coup, screener. Non, pas du tout. En fait, ce qu'ils doivent faire, eux, l'équipe des urgences, c'est tout patient âgé de plus de 75 ans pour qui ils envisagent un retour à la maison, ils nous taguent. D'accord. Et après, l'évaluation gériatrique, elle est faite par les infirmières qui voient les patients. Après, il y a moi aussi qui intervient. Mais l'équipe des urgences, on est intervenu en amont. On a travaillé avec eux avant pour mettre ce dispositif avec eux. Mais voilà, leur objectif, c'est ça. C'est plus de 75 ans. Ils rentrent à la maison, CUPA.
D'accord. Voilà. Donc, il n'y a pas de grille de screening en amont, en fait. Non, Hein. D'accord. aucune. Et sur la collaboration avec les urgentistes, parce que quand vous vous auto-taguez, dans ce que j'entends, parce que moi je vois bien en intervenant moi-même aux urgences, que parfois il faut aller un petit peu négocier l'intervention de l'équipe mobile de gériatrie sur certaines situations, même si ça se passe très bien hein, dans les faits. Voilà, comment ça se passe la collaboration? Je sais pas si c'est qu'on a beaucoup de chance, mais ça se passe vraiment très bien et il n'y a aucun problème. En fait, ils sont très contents qu'on soit là, quoi. On est là en plus. Ils voient qu'on sécurise le retour à la maison. Eux, ça les soulage aussi, en fait. Ils savent qu'en plus, on les rappelle et que s'il y a des petits ajustements à faire, je le fais à distance. Et les infirmières qui travaillent donc dans cette cellule, c'est des infirmières, en tout cas pour le centre, pour qui ça faisait plus de 10 ans qu'elles travaillaient en gériatrie, qui, enfin voilà, elles se débrouillent sans moi, sans problème. Voilà. Oui, moi je voudrais juste revenir, enfin, je trouve, sur l'intervention CARSAT, parce que là, enfin, moi je trouve ça évidemment très bien hein, de mettre en place ce type de dispositif, donc spécifique, personnes âgées, urgence, enfin bon, mais on voit tout de suite que derrière l'accueil, il y a le retour. Enfin, effectivement, les sujets sont très liés et qu'il y a des dispositifs d'aide au retour qui par ailleurs ont été conçus par tel ou tel. D'ailleurs, dans la sécurité sociale, il y avait le dispositif donc assurance vieillesse, CARSAT, puis il y avait aussi un dispositif d'ailleurs Prado, assurance maladie. Moi, j'aurais toujours dit, mais tout ça est bien complexe, effectivement, et tout. Et le sujet, je pense, s'il y a un progrès demain, c'est qu'articuler encore mieux toutes ces offres, parce que je pense qu'on aurait plus d'efficience si ça a été quand même un peu plus articulé, et notamment social, sanitaire. C'est le sujet. Alors moi, je vois dans certains hôpitaux, il y a en plus des équipes donc vous évoquez infirmières et temps partiel médecin, il y a assistante sociale quoi, enfin qui est très tôt là pour essayer de gérer ce genre de dispositif. Alors, en fait, on a fait le choix de ne pas mettre de temps d'assistante sociale parce qu'il y en a une dédiée à plein temps aux urgences qui a son bureau en face d'une autre. Et du coup, en fait, on est en permanence en lien. Voilà, on intervient ensemble. Pour dire ce que vous avez dit, M. Ducot, je pense qu'en effet, il y a besoin d'une meilleure coordination de tous ces dispositifs et puis moins de rigidité entre, parler du Prado, si votre patient il est en SSR, il n'a pas accès au Prado. Je pense que ça, donc, je trouve que c'est d'une rigidité quasi administrative, alors que dans le Prado de l'insuffisance cardiaque, il faut être en SSR, avoir besoin pour sortir plus vite d'un SSR et donc fluidifier l'aval des MCO d'un Prado potentiellement à domicile. Alors, ce n'est pas valable sur tous les départements, parce que je suis sûr que chez nous, on ne peut pas avoir accès au Prado post-SSR. Le parcours, MOCA, oui. 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 C'est deux logiciels différents. Sisra n'a pas aucun rapport avec MOCA, aucun lien. Oui. De rien. Merci beaucoup. On va passer à l'équipe de Clermont. On va parler donc de leur gestion rapide de leur carrière. Non, pardon, c'était Grenoble. Pas clairement. Oui, Grenoble, pas clairement, c'est bon. Ok. Donc, Nabil Zeroni, moi je suis praticien hospitalier au CHU de Grenoble. Alors, on m'a demandé de vous parler de ce qu'on proposait et ça va être pas mal l'outline, mais en fait, je vous ai expliqué, on avait mis un petit peu l'outline au centre, on va dire, de la filière gériatrique.
Rapidement, parce que ça a été évoqué ce matin, l'historique des hotlines. À Grenoble, on avait commencé en 2007 une espèce de pré-hotline où en fait, on s'est rendu compte avec les collègues qui faisions du service de médecine aiguë gériatrique qu'on avait beaucoup d'appels des médecins généralistes qui nous appelaient pour demander déjà à l'époque soit des demandes d'hospitalisation directe, soit un avis. Et on s'est rendu compte que c'était uniquement à chaque fois les médecins de ces unités d'hospitalisation aiguë qui devaient répondre. Et donc, on avait décidé en équipe de faire une organisation un petit peu comme une espèce de hotline indirecte. On a dit, ce serait pourquoi est-ce que c'est uniquement les médecins des aigus qui doivent répondre? C'est pas toujours forcément d'ailleurs ça finit pas par une hospitalisation de médecine aiguë. Souvent, on disait non, ça nécessite pas de spit, on donnait des avis. Et donc, en fait, on avait créé une espèce d'un guichet unique où en fait les médecins appelaient. Alors ils n'avaient pas accès directement à un médecin gériatre, ils avaient une secrétaire ou une assistante d'accueil qu'on avait qui prenait l'appel, qui remplissait une fiche de demande en disant quel est le motif de votre appel. Nous on avait fait une fiche pour noter des questions qui étaient importantes pour nous à savoir pour pouvoir répondre. Et puis, elle disait au médecin, je transmets au médecin et qui vous rappellera idéalement dans la journée. Et parfois, quand c'était moins urgent et que nous, on était occupés, on rappelait le lendemain. Et cette hotline indirecte, au final, donc ça, c'était début 2007. Et puis, juste avant le Covid, on a eu effectivement le financement de l'ARS à hauteur de 0,6 équivalent temps plein pour justement monter une hotline, pour le coup, comme on l'entend maintenant, c'est-à-dire directement avoir l'accès aux médecins. Et puis finalement, alors on est une petite équipe aussi, on n'avait pas suffisamment on va dire, de médecins, et les choses se sont accélérées, je pense, qu'en beaucoup d'endroits en France, à partir de la crise Covid, où là, tout a été mis en place de façon urgente. Et donc, on a d'abord créé la hotline Covid, et puis après, qui s'est transformée en hotline gériatrique tout court. Pour les prises en charge qui sont liées, bien sûr, toute pathologie du sujet âgé, urgente ou non urgente. Alors au début, on avait commencé, comme beaucoup de monde, à des horaires, on va dire, d'ouverture en journée, en semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, de 8h à 18h, grosso modo. Et puis, au bout de 6 mois à peu près, on a étendu cette plage horaire à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas s'il y a d'autres équipes en France qui fonctionnent comme ça. Je ne crois pas. Alors, c'est pas toujours facile, effectivement, mais c'est l'offre qu'on propose à Grenoble. Alors, pareil, ça a été destiné tout d'abord aux médecins, un médecin généraliste, médecin d'EHPAD pendant le Covid, et puis on vient depuis quelques mois de l'étendre à tout professionnel de santé, mais on reste uniquement professionnel de santé, pas les familles. Effectivement, ça nous arrive aussi parce qu'on a communiqué dans le courrier de sortie, on a un numéro d'hotline, il y a un message qui dit pour tout problème, etc., ou avis, vous pouvez appeler la hotline. Donc c'est à destination des médecins à qui on adresse le courrier de sortie. Mais les familles, vous savez maintenant, ils ont accès à leur courrier de sortie, enfin leur dossier médical. Et on a eu certaines familles qui nous appellent en disant, voilà, j'ai vu qu'on pouvait vous appeler, etc. On limite aux professionnels de santé parce qu'on estime que nous, on apporte une expertise gériatrique, donc un avis, on va dire, spécialisé pour des situations complexes. Et on ne doit pas être le médecin de premier recours, on va dire. Et d'ailleurs, les familles qui nous appellent souvent, c'est des gens qui n'arrivent pas malheureusement plus à trouver de médecin généraliste. Et donc, ils nous appellent en disant, voilà, soit il était chez vous, ou il est passé à l'hôpital, et puis il se passe ça, etc. Et puis, on avait un projet aussi alors, ça reste pour l'instant projet parce que notre équipe est pour l'instant pas très, très grande, et donc, mais c'est un projet de service, c'est de dépendre aussi à la régulation SAMU, surtout pour les EHPAD, et donc de dire, par exemple, on est parti l'année dernière avec le service SAMU de Grenoble. Ils nous disent on est en difficulté par rapport aux appels au 15 de la part des EHPAD de la nuit.
Souvent, vous savez, c'est des aides-soignantes, voire parfois à certains endroits, c'est plutôt des gardiens de nuit qui appellent pour un problème de santé et ils disent on n'arrive pas à répondre vraiment et on aurait besoin de vous éventuellement pour répondre. Alors, ce qu'on fait déjà, c'est qu'ils peuvent nous appeler. Le médecin régulateur du 15 peut appeler la hotline gériatrique à n'importe quel moment du jour ou de la nuit pour avoir un avis et donc échanger sur le dossier du patient. Mais en fait, on avait comme projet que la nuit, tout appel qui vient de l'EHPAD ne va pas au SAMU, mais va d'abord, avant tout, à la hotline de gériatrie. Alors, c'est quelque chose ce qui peut être compliqué ou dangereux, entre guillemets. On avait dit à un moment, OK, ça a commencé parce que l'information a circulé et les urgentistes, enfin les régulateurs commencent à dire aux EHPAD, appelez la hotline. Et puis même certains médecins coordonnateurs qui participent à la cellule territoriale depuis le Covid, ils ont l'information et puis ils disent à leurs équipes et à leurs infirmières, quand vous avez un problème d'un résident, vous n'appelez pas le 15, vous appelez d'abord la hotline. On avait dit, bien sûr, sauf pour urgence vitale. Alors, Claire Falandry l'avait dit ce matin, effectivement, il y a des urgences, des vraies urgences, il ne faut pas que le patient perde de chance, il faut appeler le SAMU. Ça nous est arrivé justement d'avoir une aide-soignante d'EHPAD de nuit qui nous appelle en disant voilà, il ne respire plus, ou il sature, ou il y a une collègue à moi qui était de hotline, elle a même eu un appel, ou quelqu'un qui était en arrêt. Donc là, on leur dit non, c'est le 15 qu'il faut faire, c'est une vraie urgence vitale, et donc il ne faut pas nous appeler nous. Et puis, on a aussi les SOS médecins aussi qui peuvent nous appeler. Alors voilà, nous, on a préféré mettre la hotline finalement au centre de la filière gériatrique et en disant, en fait, effectivement, c'est compliqué parfois de savoir qui fait quoi à l'hôpital au niveau de la gériatrie, où est-ce qu'on va adresser le patient, en hôpital le jour, en consultation, en hospice, etc. On va essayer, à travers les messages qu'on donne dans les différentes réunions et collaborations, quand on leur disait appelez la hotline, et finalement la hotline, ça va avoir un rôle d'orientation, et effectivement, soit ça peut se limiter à l'avis téléphonique, on dit voilà, c'est une adaptation thérapeutique, ou alors un bilan qu'on peut faire, et ça peut se faire en communautaire, et puis vous le faites, et puis vous nous rappelez si besoin pour continuer avec vous la prise en charge. Et puis souvent, on oriente vers le maillon de la filière qui peut être effectivement soit parfois l'hospitalisation directe, en évitant bien sûr de passer par les urgences, mais on n'y arrive pas toujours, je montrerai après. Soit ça peut être aussi de l'ambulatoire gériatrique, donc au sein de l'hôpital, à travers soit de la consultation, soit de l'hôpital le jour, soit de l'équipe mobile. Alors l'équipe mobile, moi j'ai mis intra-hospitalière, mais en fait c'est aussi beaucoup l'extra-hospitalière. Et puis, alors il y a quelque chose qu'on a aussi mis en place qui est peut-être un petit peu original à Grenoble, entre guillemets, c'est la consultation d'urgence, qu'on appelle l'urgence, même post-urgence. On avait commencé d'abord avec les urgentistes du CHU en disant les patients que vous voyez à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, que vous faites sortir justement parce que vous avez éliminé l'urgence vitale ou parce que vous n'avez pas de critères d'hospitalisation. Là, il ne faut pas hésiter. Ils ont accès directement au rendez-vous de consultation. Ils peuvent les inscrire à 2 h du matin. Ils l'inscrivent à la consultation post-urgence. Donc, on a des créneaux qui sont dédiés. Ils peuvent, alors parfois, le mettre dès le lendemain. Alors, c'est rare, mais ça peut arriver. Et souvent, dans la semaine, entre guillemets, dans 2 jours, 3 jours après, le patient peut être vu en consultation gériatrique post-urgence. Et cette consultation post-urgence, finalement, on l'a étendue on l'a appelée maintenant consultation d'urgence, parce qu'elle répond aussi à la hotline s'il y a besoin de voir le patient. Alors, on peut donner un avis téléphonique, mais parfois c'est difficile quand on ne voit pas le patient et qu'on n'a pas examiné, puis il nous manque pas mal d'informations. Et on le fait venir, ça peut être le lendemain, en consultation d'urgence gériatrique, pour pouvoir justement aller plus loin dans l'expertise gériatrique. Mais ça peut être aussi de la télémédecine, téléconsultation, téléexpertise avec le médecin, souvent d'ailleurs les médecins d'EHPAD. Et puis, on a les autres outils. Finalement, c'est des outils, vous voyez, ou des maillons de la filière gériatrique qu'on a mis autour de cette hotline. Et dans l'hospitalisation, donc bien sûr, pour éviter les hospitalisations via les urgences, on essaye
de privilégier le plus possible les hospitalisations directes. Alors, on n'a pas toujours suffisamment de lits par rapport à la demande. Et donc, parfois, effectivement, les patients arrivent quand même au service d'urgence ou via le SAMU quand c'est une urgence vitale. Et puis, parfois, ça nous arrive aussi de solliciter l'hospitalisation à domicile. Donc, on part sur une hospitalisation, mais pour quelque chose qui est un peu plus compliqué, qu'on fait avec l'HAD. Alors, la hotline, on avait regardé avec Gaëtan Gavesi, il m'avait dit il faudra qu'on regarde un petit peu notre activité de hotline. On a demandé au CHU de nous faire une extraction de données et l'objectif était d'analyser le taux d'admission. Justement, est-ce qu'on évite justement les admissions aux urgences après la demande d'hospitalisation ou l'appel hotline après. Et donc, on regardait les réponses qu'on a données, nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre territoire, notre bassin d'activité. Et puis, comme objectif secondaire, c'était d'analyser un petit peu les types de propositions des experts et puis le taux de réussite des réponses à J7. Donc, on a demandé une extraction de données depuis juin 2021, mais je crois que alors de juin 2021 jusqu'au le plus tard possible, on va dire début 2023, mais je crois qu'on a surtout les données de l'année 2022. Donc, chaque appel à la hotline gériatrie est tracé dans un agenda patient sur notre logiciel métier qui est Easily. Et on essaye au maximum de créer une fiche hotline et donc de tracer la demande et puis la réponse, la proposition des médecins experts. Dans cette fiche, on essaie de mettre voilà, le motif d'appel, quelques antécédents plutôt comorbidité importante, et puis l'histoire médicale, ou en tout cas le problème pour lequel il nous sollicite, et puis l'action ou la décision d'orientation qu'on propose derrière. Alors, le problème d'analyse qu'on a eu, c'est que souvent, c'est du texte, qu'on rentre du texte. Et vous savez que faire de l'extraction de données ou de l'analyse sur texte, c'est compliqué. Donc, il y a quand même maintenant des logiciels. Alors, on nous a dit, il faudra, si vous voulez qu'on le fasse de façon plus fine, il faudra utiliser certains mots-clés qu'on pourra retrouver avec quand on scanne un peu les textes. Alors, on a regardé le nombre d'appels et le nombre de fiches créées. Et puis après, on regarde le taux d'hospitalisation à J3 à 48 heures après l'appel et puis à une semaine. En partant du principe que souvent, une semaine après, si le patient arrive aux urgences, c'est forcément pour la même raison pour laquelle la hotline a été appelée quelques jours auparavant. Et puis, on a analysé ça en typologie de réponse, en devenir du patient. Alors, voilà le résultat. Alors, il faut savoir que, je ne l'ai pas mis là, mais on a eu en une année, en 2022, on a eu plus de 3200 appels. Appels, donc ça, c'est le service courant faible, c'est un service téléphonique de l'hôpital qui nous a dit, cette ligne téléphonique là, de l'hotline, vous avez eu 3200 appels en 2022. Et on s'est rendu compte qu'en fait, bien sûr, des fois, il y a des appels. Nous, ce qui nous intéressait, c'était les patients. Il y a des fois des appels qui sont plus multiples pour le même patient. Et surtout, je dirais, moi, ça m'arrive souvent parce que 60% de mon activité, c'est je réponds à la hotline. Des fois, j'ai des doubles appels. On n'est pas comme au SAMU, on n'a qu'une seule ligne. Et quand j'ai la ligne, je reçois des appels en même temps. Et donc, je ne peux pas répondre en même temps. Donc, les gens, ils appellent, ils doivent rappeler parce qu'ils tombent sur une ligne occupée. Et puis, finalement, quand on a regardé les fiches créées, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une très mauvaise traçabilité parce que, justement, on n'a pas de temps médical dédié et notamment mes collègues et puis moi-même, quand je fais de la hotline, on a toujours de l'activité, ce qui a été dit auparavant, de l'activité autre de consultation, de service, de visite, etc. Et on n'a pas le temps voilà, on passe souvent, en moyenne, nous, on a considéré aller entre 15 et 20 minutes d'appel téléphonique. Et puis derrière, si on trace, il nous faut alors il y a la traçabilité, mais aussi la coordination du parcours, parce que souvent c'est ça qu'on propose aussi. Et ça nous prend au total, on est en moyenne entre 30 et 40 minutes de gestion, on va dire, de situations complexes à travers cette hotline. Donc vous voyez, 80%
Des demandes, donc 802. Donc finalement, on a analysé, je crois que c'était 900, j'ai pas mis le chiffre exact, mais 911 fiches pour 840 patients. Et en fait, on avait parmi ces 800 patients, 80% c'était des demandes d'hospitalisation. Le médecin appelait en disant je veux une hospitalisation. Donc on essayait de tracer ça en disant voilà, le motif de l'appel, c'est une demande d'hospitalisation. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, cette demande d'hospitalisation, elle est pas toujours ça se finit pas toujours par une hospitalisation. Alors, juste avant, si on regarde un peu la population, effectivement, c'est des patients, la médiane d'âge, on avait 87 ans, donc c'est des patients bien gériatriques, avec 60% de femmes. Et le motif d'appel, vous voyez, 82% pour une pathologie aiguë, et puis on a à peu près 8% pour un problème social, 4% pour un trouble du comportement, et puis à peu près 1% pour les troubles psychiatriques. Et vous voyez, donc presque 5% des appels, on a considéré que ce n'était pas justement répertorié, on ne savait pas pourquoi à la base le médecin appelait ou le soignant appelait. En tout cas, dans le tableau en bas à droite, vous voyez que parmi ces demandes d'hospitalisation, il n'y en a eu que 270 qui ont réellement été hospitalisés dans les 48 heures qui suivaient cet appel, ce qui correspond donc à 33%. Et ça monte à 47% à J7, donc les 270 plus 113 hospitalisations. Mais on a une grande partie quand même qui est transformée en activité ambulatoire, que ce soit consultation ou hôpital de jour. D'ailleurs, dans les hospitalisations, en fait, il y a l'hospitalisation en service complet, en hospitalisation complète, mais aussi en hôpital de jour, parce qu'on propose souvent d'ailleurs de faire un bilan en hôpital de jour, tout simplement. Et puis les hospitalisations aux urgences, finalement, 126 sur 270, donc parmi les hospitalisations, ça correspondait à 46% des hospitalisations, mais au total, ça correspond à 18% des demandes initiales d'hospitalisation. En taux d'exhaustivité, je vous ai dit, on a été mauvais parce qu'on n'a pas le temps de tout tracer. Donc on crée une fiche dans 44% des cas seulement. Et au final, on s'est rendu compte, du coup, si on regarde ces données-là, dans plus de 80% des cas, on a évité en tout cas l'hospitalisation ou le passage aux urgences dans les jours qui ont suivi l'appel à la hotline. Et finalement, ça s'est transformé soit en un avis simple qui a été donné par la consultation ou l'appel téléphonique, dans quasiment la moitié des cas. Ça a donné lieu à une consultation par la suite dans 10% des cas, ou une admission directe dans une unité de soins dans 18% des cas, dont 18% en hôpital de jour gériatrique. Donc bien sûr, alors j'enfonce une porte ouverte, entre guillemets, ce qu'on a dit toute la matinée ce matin. Effectivement, on a un intérêt certain à la hotline, voire un intérêt immense. Et la perspective, maintenant, c'est alors, c'est pas de le faire durer parce qu'effectivement, on est tous persuadés qu'il faut continuer, mais c'est aussi de la développer et d'avoir une activité qui soit reconnue financièrement, voire même faite de façon, on va dire, plus correcte en traçabilité. Alors, effectivement, nos fiches qu'on trace, les fiches hotline, elles ne sont pas transmises malheureusement aux médecins appelants. En fait, on trace juste ce qu'on a dit, donc on le dit oralement, puis on l'écrit pour laisser une trace dans le dossier hospitalier du patient. Et puis, peut-être, on se dit, puisqu'on propose beaucoup comme solution justement de l'activité ambulatoire, notre objectif, ce serait d'essayer de majorer, en tout cas de renforcer l'activité ambulatoire. Alors, c'est quelque chose qu'on fait, une demande qu'on fait auprès de notre direction. Alors, c'est dommage, et j'avais ma directrice déléguée qui était là ce matin, mais qui était obligée de partir cet après-midi, donc elle n'est pas là. Mais on les a vus dans le début de semaine, en insistant sur cette activité d'expertise via la hotline, et notamment via l'activité ambulatoire qu'on voudrait renforcer. Je voudrais juste parler aussi de l'histoire des urgences. Oui. On dépasse un petit peu trop. On va pouvoir prendre juste une question. Une phrase sur les urgences, et après on prend une question. Les urgences, en fait, effectivement, on a fait un truc intermédiaire, c'est-à-dire que pendant 2 ans, moi, j'allais aux urgences tous les matins pour donner des avis. Alors, je ne fais pas d'évaluation. Moi, je trouve que
c'est pas toujours le lieu, les urgences, de faire une évaluation gériatrique, mais en tout cas, on donnait un avis d'orientation aux urgentistes pour tous les patients. Alors, pas tous les patients de plus de 75 ans, mais les patients polypathologiques, parce qu'il y a aussi des patients plus de 75 ans monopathologiques qui viennent pour une pathologie cardiologique, qui n'a pas besoin de l'avis gériatrique. Et cette expertise-là, donc on l'a expérimentée pendant 2 ans. Et là, depuis le mois de mai, on a mis les urgentistes ont recruté un médecin gériatre sur un poste d'urgence qui est aux urgences, qui est là justement pour donner cette expertise gériatrique. Alors, il fait, on va dire, une mini-évaluation, mais c'est surtout l'aide à l'orientation. Et c'est lui justement qui va, on va dire, faire entrer le patient dans la filière gériatrique. Soit il l'envoie à la consultation post-urgence, soit à l'HDJ directement, et soit à l'équipe mobile. Beaucoup. On aura le temps que pour une question, parce que après, il y a une question. On va enchaîner. Moi, je voulais juste dire que je suis un peu épaté de votre fonctionnement 7 jours sur 24 et que faut être très, très, très disponible. L'équipe, elle ne doit pas être si petite que ça ou alors très conciliante dans sa façon de travailler, parce qu'être appelé à 3 h du matin par les soignantes de l'EHPAD, ça doit enchaîner le lendemain dans le service, ça doit pas être. Alors pour l'instant, en fait, on n'a pas beaucoup communiqué à dire là-dessus, auprès des EHPAD notamment, etc. Parce qu'on craint les 5-6 appels par nuit. Pour l'instant, on a 1 ou 2 appels la nuit, de temps en temps. Et en fait, mais en tout cas, ça existe. C'est-à-dire qu'ici, s'il y a besoin, elles peuvent appeler la hotline gériatrique, on répond. Mais c'est pas encore. On n'a pas fait beaucoup de publicité, quoi. Il y a le professeur Falandry, Claire. On augmente l'amplitude horaire. Le risque, c'est le changement des usages des appelants, avec un cercle potentiellement vicieux, parce qu'on peut toujours attendre le dernier moment pour appeler, etc. Avec une problématique qui n'est justement pas l'urgence vitale. Donc, je pense qu'en termes à la fois de symbolique et de représentation pour le terrain, il y a en fait un chevauchement entre l'urgence vitale et l'urgence gériatrique, potentiellement, enfin, dans les représentations, et aussi un risque de changement des pratiques des appelants, en fait, potentiellement qui vont dériver sur la fin de la journée ou. Enfin, voilà. D'où l'intérêt, je ne vais pas dire à toi qui es une chercheuse, de l'analyse des réponses et de l'analyse de l'efficacité ou pas de cette ouverture large. Parce que peut-être que dans l'analyse que fera l'équipe Grenoble, ça saura que les appels de nuit ont une pertinence qui sont peut-être moins bonne que la journée, peut-être aussi donné comme cap d'être ouvert les jours ouvrables et en faire pour éviter que la pénibilité passe de 7 à 12. Alors oui, tu as raison Claire, c'est dans le sens où on risque de changer les pratiques et effectivement les gens, puisqu'on est disponible, ils peuvent appeler entre guillemets pour des fausses urgences, ça peut arriver. Après on s'est dit, plutôt que d'envoyer facilement aux urgences, où les urgencistes nous disent des fois les patients qu'on reçoit de l'EHPAD la nuit, c'est rarement, enfin des fois c'est pas des vraies urgences. Et donc on s'est dit peut-être qu'on a un rôle là-dessus, à limiter ce passage aux urgences la nuit. Mais effectivement, je pense qu'il y a peut-être autre chose à inventer quelque part en outline et un passage d'une équipe. On avait réfléchi avec le SAMU à une infirmière du SAMU qui peut se déplacer pour aller aussi faire on va dire, du repérage à l'EHPAD et puis nous appeler pour savoir un peu ce qu'on fait, etc. Mais c'est aussi aider la personne à l'EHPAD à bien orienter la patient et à dire c'est urgent, c'est pas urgent, j'envoie aux urgences ou pas. Et on va, je ne vais pas me tromper ce coup-ci, c'est le CHU de Clermont-Ferrand, en présence du docteur Lahaye. Merci.
Merci beaucoup. Donc, oui, je travaille moi en équipe mobile de gériatrie à Clermont. Alors, on va parler de dispositifs qui ne sont pas si nouveaux que ça, parce qu'en fait, ça évolue, ces équipes mobiles de gériatrie, depuis presque 20 ans, enfin une quinzaine d'années maintenant, et avec un dispositif qui a changé quand même de perspective et qui s'est largement étoffé sur le territoire national ces derniers temps. Au départ, c'était conçu quand même comme des équipes transversales qui apportaient de l'expertise gériatrique, donc médico-psychosociale, donc sur l'évaluation gériatrique standardisée, à la demande médicale essentiellement, mais plutôt professionnelle de santé les derniers temps. Et c'était quand même un dispositif qui était basé sur les courts séjours gériatriques et donc au sein finalement d'une filière hospitalière et qui répondait essentiellement à une demande des autres services de l'hôpital ou éventuellement des urgences. Et c'est vraiment un travail de duo à la base infirmière-gériatre auquel vient venir se greffer selon les moyens, secrétariat, assistante sociale, ergo, diète ou même pharmacien, dans le cadre de l'évaluation avec des objectifs qui étaient classiques pour la filière finalement hospitalière à la base, hein, donc faire l'évaluation gériatrique pour améliorer le diagnostic et la thérapeutique, bien orienté dans la filière de soins, parce qu'on a vu que ce n'était pas très lisible, même pour les autres services des fois de l'hôpital, et aussi finalement de ne pas être CHU centré, hein, d'orienter dans une filière de soins qui concernait un territoire, et avec ça, une organisation qui faisait appel aux structures locales, donc le CLIC, les réseaux de soins de personnes âgées sur un territoire, et avec une dimension d'emblée qui était prévue sur la formation, l'information des équipes aux dimensions gériatriques. Et puis finalement, ça a quand même évolué sur le courant des années 2010, et puis ça s'est nettement accéléré, comme on a vu pour beaucoup de choses avec la pandémie Covid, mais il y a eu une ouverture sur la ville, notamment vers donc, les EHPAD, dans un contexte où on avait des pénuries de prise en charge médicale, que ce soit médecins traitants ou médicaux, et puis du domicile, avec aussi des situations de plus en plus souvent à la fois complexes sur le plan médical et social, et avec des difficultés d'accès aux soins potentiels. Et finalement, le Ségur est venu insister au-delà de ces hotlines gériatriques, hein, qui ont été aussi mises en avant à cette occasion-là, sur le fait de déployer ces dispositifs vers le lieu de vie, et pas simplement que à l'hôpital, des personnes, avec des missions du coup qui se sont un petit peu élargies et qui ont été vraiment, je trouve, bien mises sur le papier, sur l'instruction des GOS que je vous ai mis sur le côté. Hein, le fait d'élaborer le projet de soins, le projet de vie des patients et des résidents gériatriques, d'éviter les ruptures parcours, ça aussi c'est important puisque vraiment on est sur des filières et des problématiques qui sont complexes. Et puis on retrouve cette problématique des passages évitables aux urgences et puis de la formation gériatrique qui donc sort des murs de l'hôpital et qui va aussi vers la formation des personnels qui sont dans les structures, notamment EHPAD ou éventuellement les personnes qui interviennent à domicile directement. En cela, on est encouragé à avoir des liens renforcés avec les CPTS et les DAC et aussi avec les HAD, dont les attributions ont été un petit peu renforcées ces dernières années. Alors, pour se donner une image un peu géographique, alors je m'excuse par avance parce que j'ai potentiellement oublié certains parmi cette carte. En tout cas, c'est ceux avec lesquels on a l'habitude de converser quand on travaille dans le groupe national des équipes mobiles. Et vous voyez déjà qu'en termes de répartition sur la région Aura, vous voyez sur les petits marqueurs verts, donc ce sont des équipes qui ont à la fois la dimension intra- et extra-hospitalière, qui comprend également le domicile, qui sont devenues finalement majoritaires. Les équipes en rouge qui ont l'habitude de travailler quotidiennement avec les urgences sous le format qui choisit, CUPA ou autre. Hein. Et puis, vous voyez en jaune les équipes qui travaillent plutôt qu'en intra-hospitalier. Et en bleu, de façon un peu plus marginale, les équipes qui sont tournées que vers l'extra-hospitalier. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse irrégularité en termes de répartition, mais en fait, ça
ça correspond en partie seulement, à la différence de répartition en termes de densité de population, mais on voit qu'on a quand même des superficies à couvrir qui sont parfois énormes avec très peu d'équipes mobiles. Et donc, on va revenir sur la situation d'Allier qui est définitivement pas très enviable, mais voilà, par exemple, sur l'Allier, vous n'avez pas d'équipe extra-hospitalière qui interviennent pour 300 000 personnes. Et dans le Cantal, c'est à peu près la même situation avec des populations qui sont très âgées et vieillissantes. Pour vous donner une idée, même si on a une équipe mobile sur Clermont, on a 1,5 temps plein médical et 1,5 temps plein infirmier pour couvrir 104 EHPAD et le CHU et faire à peu près 1500 consultations à l'année. Voilà, donc c'est quand même pas Byzance. Et je vous avais mis les petits stickers qui sont gris, c'est les équipes qui ont eu des activités d'équipe mobile et qui ont, par défaut de moyens, arrêté d'en faire. Donc vous voyez bien quand même qu'il y a aussi des zones qui, de fait, du coup, ont perdu leur seule équipe mobile. Je pense par exemple à Aurillac ou Moulins ou Montluçon, même s'ils ne couvraient pas forcément l'extra-hospitalier, mais enfin, c'est quand même problématique parce que pour ne serait-ce que les problématiques de hotline aussi, il faut quand même avoir un centre hébergeur qui soit de proximité. Donc ça s'est développé quand même de façon importante en termes de nombre d'équipes. Hein. Vous voyez, 216, on est passé à 355 dans les années 2020, avec donc l'inégalité, on en a parlé. On voit quand même que dès qu'on a un gros souci sur les effectifs, on sabre un peu dans les effectifs des équipes mobiles, ce qui est quand même problématique en termes de pérennité, de visibilité pour les acteurs du territoire. On a des systèmes informatiques, on en a parlé, qui ne sont pas forcément interopérants entre les différents CH, etc. Et on a des nouvelles missions, des nouveaux financements, mais donc du coup pas forcément les bras qui vont avec. On a parlé des urgences, on en reparlera tout à l'heure. Juste pour vous dire, on avait fait une enquête au cours des journées des équipes mobiles là, qui sont tenues il y a un mois sur Clermont, où on avait quand même mis en évidence que malgré qu'on ait quand même de plus en plus d'équipes qui ont une activité aux urgences, seulement 7% des patients de plus de 75 ans sur cette enquête qui avait concerné à peu près 350 patients un jour donné, 7% avaient été vus par, de près ou de loin, un dispositif gériatrique, alors qu'on avait encore un tiers de passages potentiellement jugés évitables. Je ne reviens pas sur la CUPA. Sur les interventions à domicile, effectivement, il y a aussi une articulation avec les DAC qui est naissante, hein, avec une place des DAC qui n'est pas encore bien structurée sur tous les territoires, et j'en fais partie. Et puis, il y a d'autres, finalement, on a parlé des urgences, mais il y a d'autres expériences qui sont en cours, alors pas forcément que sur la région, mais là, je vous ai mis une expérience marseillaise qui nous avait été présentée au cours des équipes mobiles, où on s'intéresse vraiment plus spécifiquement aux problèmes cognitivo-comportementaux associés aux troubles cognitifs, et donc avec aussi la possibilité de sortir des murs de l'hôpital pour aller apporter une expertise encore plus spécifique sur ces problématiques. Voilà. Donc c'était donc autour de ça pour vous dire que les équipes mobiles, ça reste des experts territoriaux, à la fois de la prise en charge, mais aussi des filières gériatriques et qui sont quand même à l'interface entre le territoire et donc la ville et le système hospitalier, pas forcément que les CHU, aussi les CH. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces équipes mobiles? Alors, avant de voir s'il y a des mains qui se lèvent, moi je suis quand même effaré de l'inadéquation par rapport au territoire, en particulier en effet l'Allier ou même le Cantal et même la Haute-Loire où il n'y a même plus d'équipes mobiles extra-hospitalières. Je trouve ça complètement fou par rapport au nombre de structures qu'il y a. Et est-ce qu'il y a une compensation par une offre de télé-expertise qui pourrait peut-être un tout petit peu compenser, qui ne remplacera pas certes, mais est-ce qu'il y a une compensation ou même pas? À ma connaissance, au Puy, il y a cette possibilité-là, mais qui est quand même relativement limitée. Sur l'Allier et le Cantal, à ma connaissance, non.
Et par rapport à tout ça, est-ce que sur la journée des équipes mobiles, les territoires où il n'y a pas d'équipe mobile extra-hospitalière, est-ce qu'il y a un taux de passage aux urgences supérieur? Est-ce que ça a été regardé, la consommation des urgences ou pas? J'avais fait les statistiques au temps où j'étais à l'hôpital de Mauriac. Il y a un passage, les urgences de Mauriac reçoivent significativement plus de personnes âgées que la moyenne à l'échelle de la région aura, sans aucune formation en gériatrie ni intérêt quelconque pour la gériatrie. Et avec 2 professionnels gériatres qui font ce qu'elles peuvent déjà à l'échelle du territoire. Il y en a eu un 3e, mais c'est vraiment service de soins aigus, en fait, médecine ou SSR et EHPAD. Mais du coup, et oui, ils reçoivent significativement plus de personnes âgées. Mais ce qui est logique, vu la répartition de la population, on est à 2 fois plus de personnes âgées en termes de pourcentage par rapport à l'AURA. On est à presque 20%, nous. Pour les 75 et plus. Alors après, je ne sais pas s'il y a un lien de causalité entre deux, mais en tout cas, c'est les territoires qui sont souvent les plus vieillissants, qui ont les situations les plus complexes d'un point de vue social et médical, qui sont en plus les plus sinistrés. Ouais. Oui, c'est des territoires qui ont beaucoup plus de personnes âgées également. Quand on fait une démographie avec le vieillissement de la population, c'est des territoires qui ont aussi beaucoup plus de personnes âgées. Ils ont des taux d'hospitalisation dans nos services d'urgence qui augmentent, que ce soit Aurillac, Montluçon, Moulins, Vichy. C'est des territoires où il y a une forte demande dans les services d'urgence, mais qui est liée, nous on l'a liée plutôt à la population locale. Mais c'est aussi des services d'urgence en difficulté, puisque certes, il n'y a pas de gériatrie, mais c'est des services d'urgence qui ferment. Le Puy ferme régulièrement les week-ends. Donc, du coup, il n'y a pas d'accès aux soins la nuit parfois. Merci. Alors moi, j'ai une dernière question. Il n'y a pas d'équipe mobile parce qu'il n'y a pas de financement ou c'est parce qu'il y a un financement, mais il n'y a pas le personnel en face? Le plus souvent, il y a eu financement ou il y a encore financement, mais c'est qu'il n'y a pas le personnel en face. Alors, c'est pas rassurant. Je suis désolé pour l'allié de dire ça, mais ça veut aussi dire que c'est pas une non-volonté étatique de sous-doter ces départements. C'est un désert médical en soi. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais proposer à l'équipe de Lyon et de ICOP de nous présenter justement le projet ICOP qui émane d'une MAEMI, si ma mémoire est bonne, qui date d'il y a 3 ans et qui a été remportée par l'équipe de Lyon et qui nous présente leur mode de fonctionnement. Bonjour. Alors, nous portons le projet avec le docteur Thomas Gibert, qui est gériatre à Lyon-Sud, ainsi qu'avec le docteur Sophia Pierrotin de la CPTS de Vélissieux. Alors, qu'est-ce qu'ICOP? Integrated Care for Older People, soins intégrés pour personnes âgées. C'est un programme de prévention de la perte d'autonomie, avec un repérage précoce des fragilités. Nous sommes sur une expérimentation de l'article 51. L'article 51 est issu de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. Elle permet de tester des organisations innovantes et de proposer un modèle de financement. Le programme ICOP de l'OMS, le voici, préconise le parcours de soins intégré des seniors en reposant sur une démarche de prévention structurée. Il s'agit donc d'adapter le modèle international de l'OMS au modèle français. Tel est l'enjeu de l'expérimentation. L'OMS définit 6 capacités déterminantes pour le maintien de l'autonomie. Nous avons la nutrition, la vue, l'ouïe, la cognition, la thymie et la mobilité. Il est nécessaire, pour maintenir l'autonomie, de préserver les capacités dites intrinsèques de la personne. Et ça, c'est l'enjeu donc où tous les professionnels sont impliqués, c'est-à-dire à la fois les professionnels de santé, les professionnels non de santé et le senior lui-même qui est amené à devenir acteur de sa propre santé. Le message que l'on donne, c'est vieillir en bonne santé, c'est-à-dire maintenir ses capacités le plus longtemps possible.
L'objectif de l'article 51 ICOP, ça va être d'implémenter la démarche de prévention auprès des acteurs de soins primaires, en s'appuyant sur les exercices de soins coordonnés via les CPTS et les MSP. Voici notre calendrier. Nous avons 3 ans, depuis 2022 jusqu'en 2024, 3 ans pour intégrer 4 855 seniors. En France, nous sommes 13 porteurs sur 9 régions et l'objectif national est 54 538 seniors. Le projet a été déposé en 2020. Nous avons répondu, les hospices civils, avec la CPTS de Vénissieux, ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt et ont été acceptés. Le début de l'expérimentation est le 6 janvier 2022. Il s'agit de la publication du journal officiel du cahier des charges. Depuis novembre, nous avons formé les professionnels libéraux de différentes CPTS à l'expérimentation, aux étapes 1 et aux étapes 2. En novembre également, nous avons signé une convention de financement entre les hospices civils de Lyon et la CNAM. Et le 1er décembre 2022, nous avons pu commencer les inclusions sur notre territoire. La fin de l'expérimentation est le 5 janvier 2025. Donc voilà, nous avons un grand défi qui nous attend. Voici notre territoire. Aujourd'hui, nous déployons le projet sur 8 territoires. 8 territoires qui comprennent 81 communes, 25 à la métropole de Lyon et 2 à Lyon intramuros. Donc nous avons 7 CPTS impliqués et une maison de santé pluriprofessionnelle, celle de Saint-Priest. Nous déployons sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que nous sommes dans le Rhône et nous déployons sur des territoires urbains, donc Lyon 8e, tout récemment Lyon 7e, la MSPU de Saint-Priest, et Vénissieux-Saint-Fond, qui comprennent dans ces territoires-là des quartiers politiques de la ville, puisque dans la démarche ICOP, il y a cette démarche d'aller vers les publics vulnérables. Nous avons des territoires également périurbains avec la CPTS des Val-de-Saône et également des territoires ruraux, la CPTS des Monts du Lyonnais, la CPTS des Vallons du Lyonnais et la CPTS des Coteaux Rhodadiens. Donc l'objectif, c'est de tester cette expérimentation sur divers territoires différents pour après généraliser le ICOP. Ce matin, le ministre Jean-Christophe Combe a parlé de ICOP et de cette inscription dans la loi du bien vieillir. Et donc l'objectif, c'est qu'on participe à cette élaboration de la loi du bien vieillir en testant sur ces territoires cette prévention des fragilités. Donc, comme vous l'a dit Stéphanie, l'objectif, c'est de diminuer l'activité des personnes précédentes, du coup. On aimerait bien, en tout cas, c'est notre objectif final. C'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait la même population cible. Alors, donc, du coup, c'est un programme de l'OMS. Donc, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi c'est l'âge de 60 ans qui a été choisi, parce qu'on n'a pas le même vieillissement en France, en Asie ou dans différents pays. Donc, les différents groupes de travail, donc des différents porteurs qui avaient été sélectionnés, ont décidé de maintenir cet âge de 60 ans. L'objectif, ce sont des patients donc, qui sont autonomes, qui vivent à domicile, qui ont donc un ADL qui correspond à un chiffre 5 ou 6 et un GIR 5-6. C'est-à-dire que tous les patients qui sont déjà bénéficiaires de l'APA ou qui ont des GIR qui sont inférieurs à 5 sont d'office exclus du processus. Donc, comme l'a dit Stéphanie également, notre objectif dans ICOP, c'est vraiment d'aller vers. C'est pour ça que c'est différents types de quartiers qui ont été choisis, notamment, alors donc moi je travaille à Vénissieux, donc ce sont des quartiers très précaires en termes de vulnérabilité sociale, mais on a aussi des territoires ruraux. On aurait pu choisir le Cantal, en effet, mais c'était un petit peu loin de la métropole. Qui sont donc des territoires plutôt isolés au niveau social et géographique. Il y a un porteur également en Corse parce qu'ils ont les mêmes problématiques que dans certaines campagnes métropolitaines. On a voulu aussi s'intéresser, enfin, les critères d'inclusion, donc c'est la CPTS qui coordonne les différents professionnels. Et c'est vrai que quand on a des professionnels, notamment les infirmières qui vont à domicile, sont beaucoup exposés aussi aux aidants.
Donc les aidants des familles qui souvent prennent peu en charge leur santé, qui sont aussi des populations vieillissantes. Et donc l'aller vers, notamment avec les infirmières libérales, c'est aussi vers les aidants. On s'intéresse aussi aux structures d'action sociale, les CCAS, où on va aussi dans un second temps former différents professionnels de santé pour qu'ils puissent également faire des repérages. Donc évidemment, le financement est sur le territoire. N'importe quel professionnel peut le faire dans d'autres territoires, ce repérage, mais il n'y aura pas de financement. Le financement est à l'heure actuelle que sur les territoires sélectionnés pour notre EMI. Alors ça, c'est pour vous rappeler, pour vous montrer grosso modo le parcours ICOP tel qu'il est financé par le cahier des charges de l'AMI. Donc du coup, normalement, ICOP, initialement, il y a 5 étapes, ce qu'on appelle 5 steps. Le financement de l'AMI, c'est les steps 1, 2 et 3. On considère que les steps 4 et 5 sont dans le droit commun de la sécurité sociale, donc qui ne nécessitent pas de financement supplémentaire pour l'expérimentation. Le step 1, du coup, c'est le repérage. Pour le moment, dans notre expérimentation, nous sommes encore par des repérages des professionnels de santé. Sous peu, on va proposer donc des auto-repérages par les personnes qui pourront directement s'auto-évaluer dans l'application ICOP Monitor et également par des professionnels qui ne seront pas des professionnels de santé. Donc, il y a différents partenariats qui sont en cours de développement, de la Poste, aux aidants, aux professionnels du milieu social, aux auxiliaires de vie. Vraiment, c'est un large panel. Les professionnels de santé sont rémunérés aujourd'hui 18 €. L'ensemble des données sont gérées dans une base de données qui est commune pour tout le territoire. Et c'est à partir de cette base de données que les professionnels qui sont formés au STEP 2 peuvent proposer des évaluations approfondies des domaines qui ont été en difficulté, qui ont été mis en alerte, en tout cas, lors du premier test. Donc, comme le disait Stéphanie, on teste 6 domaines: la vision, l'audition, la nutrition, la mobilité, la timide et la cognition. Et au niveau des premiers tests, si on a une alerte, on peut proposer à la personne âgée une évaluation approfondie des domaines qui ont été mis en alerte. Et donc là, on a également une rémunération forfaitaire pour les évaluations approfondies de ces alertes. L'idéal, ce serait qu'il y ait un moyen de communication, que les professionnels de santé puissent envoyer aux médecins traitants. Alors, je dis l'idéal parce que parfois, c'est un petit peu compliqué. On a des personnes qui n'ont pas de médecin traitant. On le sait, sur le territoire, c'est compliqué. Et parfois, c'est aussi compliqué de joindre le médecin traitant. Donc, l'objectif, ça serait que chaque médecin traitant reçoive les évaluations approfondies de tous les patients pour pouvoir réfléchir avec le professionnel qui a fait l'évaluation approfondie à un programme, donc le step 3, à un parcours de soins proposé aux patients en fonction des besoins du patient, en fonction de ce qu'il a déjà fait pour que ce soit vraiment personnalisé. Et la proposition donc, de ce parcours de soins est réalisée par le professionnel qui a fait le step 2 dans un second temps, en général 3 semaines à 1 mois après. Et on préconise que ce soit sous forme d'un entretien motivationnel. On évalue à peu près cet entretien à une 30aine de minutes et il est à l'heure actuelle rémunéré à 21 € par l'expérimentation. Donc bien sûr, le processus est évalué en parallèle au niveau national par un évaluateur externe qui a été nommé par la DGOS du coup. Voilà. Merci beaucoup. Avant qu'il y ait des questions, en pratique, vous avez inclus combien de patients pour l'instant? Regardez ça. On a dépassé les 400 inclusions. On est à peu près à 420, c'est-à-dire de personnes qui ont été incluses par des professionnels de santé. On est à peu près à 80 évaluations approfondies. Si vous voulez, au niveau des chiffres, ce qui est attendu au niveau national, le passage de step 1 en step 2, c'est de 25%. On est à peu près aujourd'hui à l'ordre de 20%. On n'est pas trop loin des objectifs nationaux. Et par contre, au niveau de l'entretien motivationnel, rien n'est encore gagné, puisque nous en sommes à 3 entretiens motivationnels. Ce n'est pas une étape qui est évidente, c'est vraiment ce changement de mentalité qui n'est pas simple, c'est-à-dire vraiment prendre un temps avec le senior en prenant en compte ses besoins, ses attentes et lui proposer une offre sur le territoire en renforçant sa motivation et son engagement. Et donc cette étape-là encore, elle est pas simple. Et même au niveau national, aujourd'hui, on a eu le COPIL récemment national. On est sur tous les porteurs, avec notre objectif de plus de 54 000 inclusions, on est à 18 000. Donc, on a atteint à peu près 33% de l'objectif. Il nous reste 1 an et demi. Et sur les 18 000, il y a 43 entretiens motivationnels. Pour vous dire qu'au niveau même national, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Mais voilà, nous, on avance progressivement. Voilà, ce changement de mentalité n'est pas simple, mais on essaye vraiment auprès des acteurs de soins primaires
c'est sur eux que repose réellement cette motivation à inclure des patients. Et voilà, juste le cahier des charges, pour vous donner une idée de l'ordre, il y a 60% réalisés par des professionnels de santé, donc les acteurs de soins primaires, et 40% par les non-professionnels de santé, c'est-à-dire les acteurs du domicile, les partenaires, et donc, voilà, et les autotests. Voilà, donc on essaye d'arriver tous ensemble à cet objectif. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, parce qu'on est sur un sujet quand même ville-hôpital. En fait, on voit bien, bon, c'est très bien évidemment ECOP, hein, donc, et ça a pour objet comme vous l'avez dit, d'essayer d'éviter des aggravations qui ensuite se traduisent par une activité accrue. Mais néanmoins, sur une relation plus directe ville-hôpital, est-ce que certains séjours à l'hôpital pour une partie de la population ne pourraient pas être l'occasion, est-ce que c'est de les sensibiliser ou est-ce que c'est plutôt ceux qui vont à l'hôpital, de toute façon c'est trop tard, ils sont déjà en général effectivement une étape plus élargie. Enfin voilà, quel peut être le rôle de l'hôpital finalement dans ICOP? C'est ça ma question. Alors le rôle de l'hôpital, ça sera essentiellement dans du STEP 4, donc dans du droit commun. Ouais. Mais ça, ensuite, oui, je vois bien, mais on parlait de l'hôpital et prévention. Enfin, est-ce que c'est pas nier finalement le sujet de l'hôpital, effectivement, comme aussi participant à la stratégie de prévention, quoi, de dire c'est uniquement au 4. Enfin, est-ce qu'on n'est pas dans une répartition très. Pourquoi pas, hein, c'est déjà bien, hein, je suis d'accord. Mais bon, moi j'avoue que j'ai beaucoup la même question à Bruno Velas, hein, aussi. Alors, sachant qu'à Montpellier aussi, il y a le rôle de l'hôpital d'analyser toutes les données, et de vérifier tout ça. Hein, donc il y a aussi un rôle très. Donc ça, bon. Mais moi je m'interroge un peu sur effectivement où c'est. Pour faire connaître, tout simplement. Enfin bon, voilà, parce que ça commence à être très connu dans le milieu très spécialisé, mais on voit bien qu'il faut une forme d'acceptation, enfin, et d'assentiment, et sur les différentes étapes de compréhension. Enfin, je crains que ça bloque. Voilà, c'est intéressant ce que vous dites au niveau national, quoi. C'est en train de. Oui, mais grosso modo, moi je vois qu'il y a deux écueils sur ICOP. Hein. Donc, le premier, c'est effectivement ce qu'on va arriver à toucher les populations peu précaires. Donc pas simplement avoir des objectifs quantitatifs, mais être sûr que on touche bien. C'est bien que vous travaillez sur Vénitieux et tout ça. Donc, mais effectivement, est-ce qu'on arrive à toucher les bonnes populations entre guillemets? Et puis deuxièmement, c'est effectivement le deuxième écueil, c'est effectivement de passer au stade 3, enfin de réaliser le parcours, quoi. Et effectivement, ça demande beaucoup de participation de la personne elle-même, effectivement. Et c'est là qu'on va voir, effectivement, si ça fonctionne, quoi. Mais c'est tout l'objectif d'une expérimentation, en fait, c'est de pouvoir tester, de voir ce qui marche moins bien, et justement de pouvoir après l'implémenter de manière un peu plus globale. Après, concrètement, en France, il y aura plus de 20 millions de personnes de plus de 60 ans dans quelques années, du coup. Si on considère qu'il y en a 10% qui nécessitent de passer à l'hôpital, pardon. Enfin, j'ai bien la vie, pardon. Du coup, ça fait quand même beaucoup de passages en hospitalier. Si toutes ces personnes doivent pouvoir être testées en ville, on a quand même une certaine. Alors peut-être que je parle pour ma paroisse, mais on a quand même une certaine proximité avec les gens. On a des professionnels qui sont de santé et de non-santé qui connaissent les personnes du territoire, et ce sont des personnes qui ne vont pas forcément aller à l'hôpital, en fait. Et les faire aller à l'hôpital, c'est très compliqué pour beaucoup, en fait, parce que je pense que vous le savez, mais en tout cas, moi, en tant que médecin traitant, de proposer à un patient d'aller à une consultation intra-hospitalière, il y a des fois, je mets 6 mois, 9 mois, 1 an pour les convaincre, en fait. Et l'objectif, c'est vraiment que les patients soient autonomes dans leur prise en charge et qu'on puisse repérer de manière précoce certains déficits. Alors, on peut parler par exemple de la mobilité. Alors là, le test, c'est un test de levée de chaise, et l'évaluation approfondie, c'est le SPPB. Si on repère de manière précoce une perte de mobilité, potentiellement, on peut améliorer la vitesse de marche et du coup diminuer potentiellement certains risques de chute, certains isolements, et des isolements qui majorent aussi cette dépendance. Je me permets juste de faire parce que du coup, effectivement, les Pays de la Loire ont été aussi retenus après un appel à projet déposé suite à l'AMI. Et c'est vrai que l'organisation qui a été mise en place aussi sur le plan territorial. Alors nous, voilà, sur le département du Maine-et-Loire, c'est pas du tout Angers qui a été choisi, c'est une CPTS du Saumur-Rhin.
Et c'est vrai que quand le step 1 est réalisé et qu'il y a plus de 3 fragilités qui sont mises en évidence, là, ça oriente vers l'hôpital, en fait, hein. Et du coup, on a un recours hospitalier qui est existant et qui n'est pas du droit commun sur le step 4, mais qui peut arriver déjà plus précocement, parce que voilà, on peut aussi découvrir, en faisant du dépistage, en faisant de la prévention, des situations déjà très fragilisées qui nécessitent un recours expert. À mon avis, je suis assez d'accord avec M. Libaud. Alors après, nous, on a vraiment un modèle de parcours qui se base vraiment sur ces acteurs de soins primaires. Et quand nous avons plus que 3 fragilités détectées, c'est une évaluation approfondie complète des 6 capacités. Et les personnes qui ont été formées, les paramédicaux ou les médico-paramédicaux qui ont été formés sont aptes à faire cette évaluation approfondie et les emmener plus loin. Et pour reprendre votre question, effectivement, à Toulouse, ils font le modèle que vous préconisez, c'est-à-dire toute personne qui entre dans un service, qui a 60 ans, qui est plus ou moins autonome, on leur fait passer le test, mais après, le step 2, c'est l'hôpital de jour. Et c'est pas ce que nous, on préconise. Voilà. Mais en tout cas, eux le font, mais aussi, on a une logique de territoire. C'est-à-dire qu'en Occitanie, c'est toute la région qui est mobilisée sur ICOP, alors que nous, si on revoit la carte, on a certains territoires. Et c'est-à-dire que si on prend tout patient de l'hôpital qui n'est pas dans ces territoires-là, il n'y a pas vraiment de step 2, puisqu'il n'y a pas de, à moins qu'on fasse un hôpital de jour, mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire, pour prendre en charge la suite. Et on est vraiment sur cette logique de parcours qui est réitérée tous les 6 mois pour maintenir les capacités au fil du temps et le maintien de ces capacités pour le maintien de l'autonomie. Merci pour tout ça. Alors, où je rejoins quand même M. Thibault, c'est que c'est vrai qu'à l'hôpital, il y a quand même des services où il y a des clusters à fragiles, si je peux me permettre, hein, les consultations ophtalmo ou les consultations d'orthopédie après prothèse de hanche ou de genou. Pour de vrai, je pense qu'il y a un vrai effort à faire en termes de passage justement d'ICOP, parce que c'est des gens qui viennent une fois par an à l'hôpital pour certains. On va se persuader qu'il y en a plein qui pourraient bénéficier d'un parcours gériatrique au milieu de tout ça. Et on va parler aussi tout à l'heure de la iatrogénie médicamenteuse, mais c'est sûr que si on peut aussi récupérer ces patients qui vont en consultation orthopédie, qui vont être hasardés de psychotropes ou autres pendant leur intervention chirurgicale, c'est aussi des portes d'entrée pour ces patients-là. Donc, il y a probablement un mixte des deux à trouver entre tous les patients de l'hôpital versus quand même des services où, pour moi, il y a ces clusters à fragiles. On va enchaîner sur la dernière présentation. Blanquet, et puis après, il y aura une Nathalie ou pas? Oui. Du coup, je vais vous parler, c'est très bien que vous ayez dit ça sur les consultations, ça fait un suivi avec mon propos. On a intégré ICOP au sein de la prise en charge du patient insuffisant cardiaque, qu'on a complété des données de l'analyse épidémiologique du territoire. C'est-à-dire que sur le territoire, on n'est pas bon en prévention, termes vaccins, dépistage des cancers, des particules cutanées chez les plus âgés. Nous, la précarité socio-économique étant fréquente, c'est une fragilité à part entière. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on a développé à travers cette consultation de sens cardiaque, tant sur les recommandations, sachant qu'il y a les recommandations de repérage de fragilité dans les recommandations de sens cardiaque de la Société européenne. Donc je reprends le parcours de santé nouveau paradigme pour rappel rapide. On est basé, c'est vraiment un changement de paradigme. On délocalise, on parle de santé et de bien-être, on parle de responsabilité populationnelle et pas individuelle. On parle d'interdisciplinarité, chacun amène sa brique de puzzle qui s'encastre bien avec celle du voisin et pas au-dessus. On parle de coopération, d'usagers partenaires, de réponse aux besoins et de déterminants de santé. Donc les déterminants de santé sont multiples. Si la santé, c'est un terme médecin, depuis le temps, ça se saurait. Donc ça, c'est très important. Et du coup, prévention, qui est mon leitmotiv depuis le début de la journée. Donc nous, ce qui nous intéresse, l'objectif, les problématiques de l'analyse épidémiologique et alors,
tant à l'échelle française que locale, c'était le problème des comorbidités cardiovasculaires qui sont associées au vieillissement. C'est sur le data pathologie de l'assurance maladie. Les comorbidités associées à l'insuffisance cardiaque sont liées au vieillissement pour partie. Il y avait un faible repérage précoce, donc de patients avec décompensation cardiaque, un taux de réhospitalisation élevé comme tout le monde, pas d'optimisation du traitement médical et une faible prise en charge des comorbidités, typiquement BPCO, syndrome d'apnée du sommeil, ostéoporose, dénutrition, sarcopénie, vaccination. Et alors nous, a fortiori, en plus dans le Cantal, on a une problématique de cardiologues libéraux, puisqu'on en a 2. Du coup, je reviens aussi, je suis un peu économiste quand même sur les côtés, sur les dépenses de santé. Donc comme vous pouvez voir, c'est 3 milliards d'euros. Avec une augmentation régulière. Et vous pouvez voir que les dépenses moyennes de prise en charge d'un patient insuffisant cardiaque chronique sont à 2 315 €. Et elles sont quasiment 3,5 fois plus quand on parle d'insuffisance cardiaque aiguë. Et comme vous pouvez voir, les montants remboursés dans le Cantal ne sont pas du tout du même ordre de grandeur, probablement pour le fait que ce sont des personnes significativement plus âgées que celles qui sont prises sur le reste du territoire AURA. Et donc, du coup, il y a toute la notion d'autonomie, de complications et d'aide. Les dépenses de santé, donc c'est les salaires des soignants. On est bien d'accord. Donc, du coup, la diminution des dépenses de santé, ça n'a toujours aucune pertinence. Par contre, l'efficience allocative des dépenses, oui. Et comme je vous l'ai dit, c'est sous-estimé chez la personne âgée puisque les coûts de iatrogénie, de l'hospitalisation et de la perte d'autonomie du fait de l'hospitalisation ne sont pas intégrés. Et je tiens, ça vous le savez déjà, les dépenses de santé sont très différentes d'un coût pour l'établissement. Par exemple, pour l'hôpital de Mauriac, j'avais regardé pour tous les patients insuffisants cardiaques, la durée moyenne de séjour n'était pas très bon et on diminuait les séjours juste de 1 journée. La DMS de 1 journée sur tous les séjours strictement supérieurs à 15 jours, c'était 150 000 € d'économisés à l'année à l'échelle de la structure. Ça paye largement un salaire d'infirmière coût complet. Alors, pour l'insuffisance cardiaque maintenant, stratégie d'organisation basée sur une infirmière de parcours qui fait les consultations avec moi et qui coordonne avec les équipes de ville. Et on coordonne toutes les deux. Moi, j'appelle le côté médical davantage et elle, le IPA et infirmier. C'est basé sur un auto-questionnaire qui est remis lors de la première consultation. Et vous voyez que la précarité socio-économique est mesurée systématiquement grâce au score EPIS validé par le CETAF. Il y a le Minisarit pour le score de l'aidant et la qualité de vie. Et on fait un repérage systématique des fragilités. C'est basé sur l'ICOP et vraiment étendu après, comme je vous disais, avec tout ce qu'on a identifié avec l'analyse épidémiologique. Il y a une consultation médicale dédiée insuffisante cardiaque et de prise en charge des fragilités repérées. On voit si on fait ou pas la télésurveillance, si on établit un plan de soins. On programme HDJ et on coordonne avec CPTS et DAC. Et on travaille en lien avec la CPTS pour l'explication du parcours à l'échelle des territoires et la réalisation des documents pour les professionnels de santé. Donc les premiers résultats, on a 30 patients. Ça a commencé le 28 février, une consultation par semaine, hein, c'est tout petit pour l'instant. Âge moyen 81 ans, donc on a fait 10 consultations, 3 HDJ, on a 190 fragilités repérées, soit en moyenne 6,33 fragilités par patient. 6 hospitalisations évitées. Et dans les fragilités, donc vous voyez, il y a 70% de vaccins non à jour. Alors, c'est pneumocoque. Dans les 70%, c'est 90% de pneumocoque et sinon un peu de tétanos ou les deux. On a 60% d'optimisation de traitement médical en lien avec l'insuffisance cardiaque, 57% de dénutrition et de sarcopénie confirmée, 50% d'ostéoporose, 40% sur une atteinte de la santé psychologique, 40% de dépistage de troubles de la mémoire qui n'étaient pas connus, 37% de précarité socio-économique, 17% de BPCO non diagnostiqués, 17% de mésusage de l'alcool. Voilà. Et ça, c'est les documents qu'on fait à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est un truc. Donc moi, je m'étais juste contentée de traduire les recommandations européennes. On en a fait un petit livret pour les médecins généralistes. Ça a été validé par les cardiologues référents du CHU. Dont le docteur Clément Rieucreux, qui maintenant est responsable de la télésurveillance au CHU. Ce que vous voyez à côté, c'est un tableau de synthèse de tout le suivi qui est à réaliser. Le médecin traitant, ça lui donne une feuille de route. C'est eux qui avaient demandé d'avoir un tableau de synthèse comme ça. Ça leur permet de voir les points à faire dans le suivi. Et tout à droite, là-bas, vous voyez sur l'insuffisance cardiaque, c'était les médicaments, parce qu'à l'échelle du territoire, il y avait des problématiques de prescription des nouveaux médicaments qui ressortent encore. Les deux changements de paradigme récents, donc entre l'Entresto et les glyphosines, et donc pour assurer la prescription, voilà, on avait fait des fiches, là c'est pareil, je me suis contentée de traduire les recommandations européennes qui étaient très bien faites, et ces documents ont été très appréciés à l'échelle du territoire. Merci.
Ah oui, ah si, bah, il y a ça, j'avais oublié. Avec la CBTS, je finis quand même. Avec la CBTS, on a fait des fiches. Alors ça, c'est issu de la HAS qui avait fait des feuilles de synthèse. On a fait synthèse de la synthèse. Donc on avait juste un recto et vous voyez les intérêts de pourquoi est-ce qu'il faut faire une réadaptation cardiaque, pourquoi est-ce qu'il faut faire de l'activité physique et la prescription type à mettre en bas des ordonnances. Donc après, la CTS, on va travailler avec pour faire des ordonnances type, comme ça gagne du temps à tout le monde. Et vous voyez la fiche des dénutritions. Ça, c'est la cellule d'expertise nutrition nord-cantale qu'on fait à la CPTS, pour sensibiliser tout le monde aux nouvelles définitions qui étaient sorties de la HS 2021. Je crois que cette fois, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous parlez vite, donc je rassure tout le monde, ça fera la pub pour le site du Gérontopole. Donc, tous les documents de la journée seront sur le site du Gérontopole, sur un onglet dédié à la journée, avec un portfolio sur lequel vous pourrez regarder tous les documents et en particulier vos recommandations sur la science cardiaque. On peut faire une ou deux questions avant la pause ou aller en pause si tout le monde est à chaud et déshydraté. Et si vous êtes déshydraté, il y a le numéro de la hotline. Les documents seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Mais il n'y a pas d'âge pour la hotline. On vous laisse peut-être poursuivre les échanges. Si je vois qu'il n'y a pas de questions, peut-être autour d'un café ou d'un verre d'eau. Voilà, et on reprend d'ici. Alors, on avait prévu à 15h30, on peut peut-être laisser une petite marge quand même de 5 minutes au moins. Pour vous libérer, nous serons à temps. La salle de pause est juste en